Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce premier épisode de notre nouveau podcast BFM Business, L'Ordre du Monde, un podcast international dans lequel on va vous parler de toute cette actualité passionnante. On va zoomer, dézoomer sur tout ce qui se passe dans le monde pour vous expliquer un peu les rouages de cette actualité. On est dans un monde qui bouge extrêmement vite. Donald Trump choisit d'enlever un président d'un autre État. Les Européens envoient des soldats au Groenland. D'anciens rivaux se serrent la main à nouveau. Donc voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin, de vous expliquer ce qui se passe dans les mondes et puis surtout de comprendre au-delà de l'actualité brute pour anticiper un peu ce qui va se passer. Donc à mes côtés, pour faire tout ça, il y a Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu. Bonjour, salut Annalisa. Salut Mathieu, notre spécialiste international, notre éditorialiste sur BFM Business. Alors toi Mathieu, ta passion, ce sont les cartes. C'est de ça que tu vas nous parler. Oui, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir un focus sur un petit repère cartographique, parfois un peu improbable, mais si vous dézoomez, si vous élargissez la focale, et ben derrière, ça soulève beaucoup d'enjeux régionaux, voire internationaux. Donc moi, chaque semaine, je vais essayer de vous parler de ces petits repères cartographiques et historiques. Et toi, Annalisa, je crois que c'est vraiment ta passion, c'est la passion alliance stratégique, hein. Ah oui, j'adore ça parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous explique le monde, qui nous explique comment les relations internationales se tissent et surtout qui nous donne un exemple de qu'est-ce qui va se passer après. C'est là qu'on comprend vraiment comment va bouger l'actualité internationale dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà, et donc Annalisa Capellini, c'est vrai que toi, tu suis la géopolitique, l'international en matinale, donc tu te lèves très tôt la nuit pour couvrir ça le Ah oui. matin. Moi, je couvre ça en journée pour le porter à l'antenne le soir, et c'est vrai qu'on s'était dit qu'à nous deux, on couvrait un peu 24 heures de géopolitique. C'est une passion commune qu'on partage. On en apprend, un peu comme vous, tous les jours, et c'est vraiment cette passion commune qu'on avait à cœur de partager avec vous, et puis aussi de vous donner quelques dates ou événements qui vont arriver qu'il faut absolument surveiller. Ça, ce sera notre petit point radar hebdomadaire. On commence? Oui, on commence tout de suite. Si tu On veux, je co- peux commencer Allez, comment? Allez, bah, je avec te, la je première. te laisse commencer par l'alliance stratégique de la semaine. Je crois que tu veux nous emmener au Canada et en Chine, hein, c'est ça? Exactement, Mm. puisque les Canadiens et les Chinois commencent à se reparler après des années un peu compliquées, des années de relations assez glaciales. Donc le Premier ministre canadien Mark Carney est en visite en Chine cette semaine. Il y est arrivé mardi et il y reste jusqu'à samedi. Et en fait, les deux pays étaient en brouille depuis 2018, depuis l'arrestation d'une dirigeante de Huawei au Canada à la demande des États-Unis. Et en fait, cette relation est allée tellement loin, il y a eu tellement de problèmes entre les deux, qu'ils se sont appliqués mutuellement des surtaxes, des droits de douane en 2024 sur les produits importés. Donc on est vraiment dans un contexte où les deux pays ne se parlaient plus du tout, où les liens sont presque au point zéro. D'ailleurs, le Premier ministre a changé entre-temps au Canada. Ce n'est plus Trudeau, c'est désormais Mark Carney. Et donc cette visite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est le début d'un dégel très attendu? Exactement, Mm. c'est exactement ça. Donc les relations commencent un tout petit peu à se réchauffer. Surtout, ce qui est intéressant dans cette visite, c'est que le Canada est évidemment le plus grand allié, surtout du point de vue économique, des États-Unis. Donc les Canadiens n'ont pas organisé cette visite avec un prisme anti-américain forcément. Les Canadiens ont besoin des Chinois qui sont un énorme exportateur, mais ça risque quand même de fâcher Donald Trump. On commence un peu à connaître la personnalité du président américain. On sait C'est qu'il a ça. envie que le monde se plie un peu à sa C'est ça, volonté. c'est-à-dire qu'il se rapproche de la Chine au moment où Donald Trump, lui, nous évoque sa nouvelle doctrine Donroe et sa vision Exactement. hémisphérique, où tout ce qui fait partie de son hémisphère occidental, c'est à lui. Et le Et Canada est dans cet hémisphère. à commencer évidemment par le Canada, que Ouais. Donald Trump a toujours un peu considéré comme sa basse-cour. Et en fait, ce que les Chinois disent et observent, c'est que le Canada a toujours été hyper fidèle à Washington, et que d'ailleurs c'était pour ça que les relations avec le Canada étaient tendues, puisque le Canada avait arrêté la dirigeante de Huawei, mais qu'en réalité cette approche économique, cette fidélité du Canada n'a pas été suffisamment récompensée par Washington, qui fait et défait le monde sans trop se soucier de son allié. Donc là, ce qu'on voit, c'est très intéressant, c'est qu'il y a une méthode chinoise de géopolitique, et c'est cette méthode transactionnelle toujours, hein. Évidemment, on est dans une transaction. On vous donne quelque chose, vous nous rendez quelque chose, mais on voit la différence entre la méthode chinoise, qui est une méthode
de persuasion, de souligner ce qui marche bien, de souligner que les économies peuvent être interdépendantes, de souligner qu'il n'y a que du bon à prendre contre la méthode américaine, la méthode de Donald Trump, qui veut tordre le bras à tout le monde, qui menace, on l'a vu avec l'Iran, on l'a vu avec le Venezuela. Donc Donald Trump, c'est la méthode dure. Mmh. Et les Chinois, même si on aurait eu du mal à le croire il y a 15 ou 20 ans, eh bien les Chinois, ils ont une méthode un peu plus soft de dire, voilà, venez, il y a effectivement du business à faire. On ne va pas mettre le nez dans votre politique intérieure. C'est un monde Mmh. un peu plus apaisé dans lequel, cette vision chinoise, dans lequel on peut faire du commerce un peu plus sereinement. Mais je trouve ça fascinant ce que tu nous racontes, Annalisa, parce que justement, quand vous disiez que dans l'ordre du monde, on veut essayer de décrypter ou vous montrer ce monde en pleine mutation, là, ce que tu nous dis, c'est un exemple parfait qui illustre un moment où les Chinois renforcent leurs intérêts économiques avec le Canada, alors que dans le même temps, on voit que leurs intérêts économiques sont d'un coup totalement fragilisés dans toute l'Amérique du Sud depuis Et oui, la capture de Maduro par Donald Trump. bien Donc, sûr. Donc tout donc ça c'est vraiment est très très ça lié. bouge sous nos yeux là en ce moment. Et alors là, sachez que pour la suite, je ne sais pas exactement où on va partir, puisque je vois sur les notes de Mathieu qu'on va partir sur la dorsale de l'homonosophe. Mathieu, il Ouais, va falloir alors nous expliquer. ne fuyez pas, ne fuyez pas. La dorsale de l'Homonosophe, en fait, je vous avais dit que je vous emmènerais avec des petits repères cartographiques parfois un peu improbables. Vous en avez peut-être pas entendu parler. Si vous allez sur Google Earth, vous ne la trouverez pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une chaîne de montagnes qui est sous-marine. En fait, la dorsale de l'Homonosophe, elle se trouve à 4000 mètres. Où ça? Sous la banquise. Mm. Et en fait, cette chaîne de montagnes, elle fait plus de 1800 km. Et pour ceux qui nous regardent, elle part de la Sibérie, donc des côtes russes, et elle va quasiment rejoindre le Groenland. Donc vous imaginez un peu la situation géostratégique où Eh se oui. trouve cette chaîne de montagnes sous-marine. Elle est entre le Groenland, la Russie, et juste à sa gauche, vous avez le Canada. Et la spécificité de cette dorsale de Lomonosov, c'est qu'elle regorge de ressources énergétiques qui sont assez formidables, hein. Vous avez du pétrole, du gaz, des métaux rares, hein, tous ces métaux rares dont on parle de plus en plus, qui sont aujourd'hui indispensables pour mener sa transition énergétique ou aussi indispensables pour le secteur de la défense, pour l'armement. Et la spécificité aussi de cet endroit, c'est que c'est sous la banquise et avec la fonte des glaces, ce qui était totalement inexploitable hier Mm. devient aujourd'hui exploitable ou Oui. potentiellement exploitable. Donc tout le monde veut se ruer dessus. Et en fait, cette dorsale de Lomonosov, elle est peut-être amenée, elle commence à devenir, ou elle est amenée à devenir le futur Far West énergétique. Et ça soulève beaucoup de questions. Alors bien sûr, on vient de le voir, des questions géostratégiques, mais aussi des questions juridiques. Parce qu'on peut se demander à qui finalement appartient le fond de l'océan Arctique. Et là-dessus, vous avez le droit international qui nous dit trois choses. Déjà, quand vous avez des côtes maritimes, chaque pays a le droit d'aller jusqu'à 12 000 au-delà de ses côtes, c'est-à-dire dans la mer. Ça fait à peu près 22 kilomètres. Et là-dessus, sur 22 kilomètres, un État a un droit quasi souverain, il fait ce qu'il veut, il peut pêcher, exploiter, forer ce qu'il y a sous les mers. En fait, c'est vraiment, à lui, c'est un prolongement de son pays. Et donc là, c'est le Groenland qui serait le plus proche. Non, ben là-dessus, si vous prenez le Groenland ou la Russie, ça c'est l'ONU qui dit ça dans le droit international, chacun peut aller à 22 kilomètres au large de ses côtes et faire ce qu'il veut. Ensuite, vous avez au-delà de ces 20 kilomètres, vous avez la règle des 200 miles, c'est-à-dire jusqu'à 350 kilomètres. Vous avez un droit qui n'est plus souverain. En revanche, vous avez encore le droit au large de ces côtes, jusqu'à 300 kilomètres, de pouvoir explorer ce qu'il y a dans les fonds sous-marins. Et c'est là où ça devient encore un peu plus sioux, c'est que si vous allez encore plus loin, à ce moment-là, vous arrivez dans une zone internationale, et là-dessus, la seule façon de prouver que ce fonds peut être exploitable et est à vous, que vous avez encore un peu de souveraineté là-dessus, c'est de dire à l'ONU que c'est une extension de votre plateau continental. Donc là, en fait, on arrive sur des questions qui sont des questions hyper scientifiques, des questions qui sont géologiques. Et aujourd'hui, vous avez le Canada, la Russie et le Danemark, via le Groenland, qui disent tous que cette dorsale de Lomonosov, c'est finalement le prolongement de leur Oui. plateau continental à eux. Et il n'y a que l'ONU qui peut reconnaître officiellement
simplement qu'un plateau se prolonge sous la mer. Vous avez une petite agence au sein de l'ONU qui est assez méconnue. Elle s'appelle la Commission des limites du plateau continental. Ils ont tous saisi cette petite agence de l'ONU. Il y a C'est une... leur heure de gloire en ce Voilà, moment. exactement. Ils ont tous saisi cette agence. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils planchent dessus. Et bien sûr, elle n'a toujours pas tranché. Et puis peut-être, dernière anecdote pour vous montrer à quel point cette dorsale de Lomonosov, qu'on ne connaît pas forcément, il y a un enjeu de souveraineté, de revendication territoriale assez forte. C'est une anecdote qui s'est passée en 2007. Vous avez à ce moment-là un brise-glace nucléaire russe qui a embarqué une expédition scientifique. À la tête de cette expédition, il y avait Arthur Chilingarov. C'était un explorateur polaire russe, il est décédé aujourd'hui, mais il était aussi vice-président de la Douma. Donc il y avait un caractère très politique à cette mission scientifique. Et en fait, à l'aide d'un mini sous-marin qui était embarqué, il va réussir à planter au sommet d'une des montagnes de la dorsale de Lomonosov un drapeau russe en titane. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce drapeau russe en titane est encore en train de flotter à 4000 mètres sous la banquise. À l'époque, vous avez Vladimir Poutine qui va appeler, juste après la réussite de cette expédition, il va les appeler pour les féliciter et en faire une revendication territoriale. Bien sûr, vous aurez compris avec ce que je vous ai expliqué sur l'ONU, juridiquement, cette revendication, elle est nulle, puisque seule l'ONU peut dire si cette dorsale appartient au Canada, au Groenland ou à la Russie. Bah, c'est marrant parce qu'au siècle dernier, l'enjeu de où planter le drapeau était de le planter sur la Lune, dans l'espace. Là, maintenant, c'est C'est sur à les quatre- fonds marins. oui, oui, et d'ailleurs, en 2007, je crois que le Canada avait répliqué en disant on était venu avant vous, et c'est nous qui avons fait le trou qui vous a permis de Pour planter le planter le drapeau. drapeau. Ouais. Donc, il y a un vrai enjeu logistique Exactement. là-dedans. Annalisa, toi, ton choix de la semaine, c'est quoi? Mon choix de la semaine, je vais vous emmener au Japon, puisque la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, qui a pris le pouvoir il y a quelques mois seulement, va faire un pari, c'est celui de la dissolution. Elle a pris ce pari risqué. L'idée, évidemment, c'est d'avoir plus de sièges au Parlement, c'est d'avoir une majorité un peu plus stable. Spoiler, ça ne marche pas toujours Hmm. comme ça. La politique n'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, ces nouvelles élections japonaises qui vont se tenir début février, on Hmm. parle du 8 février pour l'instant. Et pourquoi elle fait ça? C'est parce que le timing est hyper favorable pour Sanae Takaichi. Elle est arrivée dans un moment où son parti, qui est le parti conservateur, qui est au pouvoir au Japon depuis des décennies, est au plus bas en ce moment dans les sondages. Or, elle, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a pris un vrai virage à droite, un virage très nationaliste. Et On sait que donc, c'est la digne héritière de Shinzo Abe, hein. exactement, la digne héritière de Shinzo Abe aussi sur l'économie, elle veut relancer les Abenomics, non, cette politique Hmm. économique de Shinzo Abe avec beaucoup de dépenses publiques, avec une politique monétaire très très souple. Et donc voilà, ce que Sanae Takaichi voit et analyse, c'est que son gouvernement bénéficie en ce moment d'une popularité record. Depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, là, c'est le moment où elle est au plus haut. Elle arrive un peu à récupérer de la marge. On parle de 70% d'opinion favorable, donc Hmm. c'est quand même pas mal. Et là, elle essaye de grappiller des voix. En ce moment, elle n'a pas la majorité à l'Assemblée japonaise. Il lui manque 2 voix, donc elle se dit, c'est mon moment, c'est un peu la bonne conjoncture politique. On va dissoudre, je vais regagner ces 2 voix, et ensuite je vais Et pouvoir j'ai- passer Hmm. plein de Et réformes. Ce j'ima- qui l'intéresse, c'est surtout Taïwan. et bah voilà, c'est ça c'est ce que j'allais dire. J'imagine aussi que ces positions assez spectaculaires qu'elle a prises Mm. sur Taïwan il y a quelques semaines, où elle a dit, je Eh oui. crois, c'était devant le Parlement, qu'elle serait prête à envoyer des troupes japonaises à Taïwan si jamais Pékin fondait sur l'île. Ça, c'était absolument sans précédent. Ah, c'est spectaculaire, c'est incroyable. Et donc, Ouais, pour garder, avec cette politique économique qu'elle veut mener, qui est très ambitieuse, ouais, et avec cette position sur Taïwan très dure, elle a besoin d'avoir un ouais. Parlement fort, elle a besoin d'avoir un peu plus de majorité. Donc voilà, c'est pour ça Ça doit en qu'elle... tout cas booster le sentiment, Eh oui, peut-être, la fierté nationale au Japon et peut-être eh aider oui. son parti aussi. Elle va s'appuyer sur ça, donc c'est un D'accord. pari. C'est un pari assez sûr pour l'instant. Elle est assez sûre d'arriver à gagner ces deux sièges qui lui manquent. Mais ça reste un pari, donc à voir. On va peut-être vous en parler dans quelques semaines pour voir si Sanae Takaichi
a gagné son pari Et bah, ou pas. tu nous diras ça, Voilà. tu nous tiendras au courant. Et toi, Mathieu, pour ton choix, tu as choisi la fécondité. On en a beaucoup parlé cette semaine. Oui, on en a parlé en fait, en France. Vous savez, il y a Oui, l'INSEE qui a dit que pour la première fois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y avait en France plus de décès que de naissances. Moi, ce que j'ai voulu, c'est élargir, la focale pour essayer de voir quelles étaient les grandes, tendances, les tendances lourdes de la démographie au niveau mondial. Et la première tendance lourde, c'est que la fécondité, elle a chuté dans le monde, hein. Il faut voir qu'en 1950, cette fécondité, elle était de 5 enfants par femme. ah oui, En en 1990, elle était d'un peu plus de 3, et puis aujourd'hui, elle est d'un peu plus de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité a perdu en moyenne un enfant par femme en une seule génération. Maintenant, si vous regardez les grandes masses, si on regarde comment évolue la population mondiale sur le long terme, on observe qu'il y a une forme de bosse démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 8 milliards d'habitants. Ça va progresser jusqu'en 2080 où on va être à peu près 10 milliards. Donc là, c'est le début de la bosse. Et ensuite, ça va stagner, il va y avoir un plateau jusqu'en 2100. Et c'est à partir de 2100, c'est l'ONU qui nous dit ça, que l'humanité commencera à refluer. Ça, c'est la bosse démographique. Et l'autre tendance lourde qui est hyper intéressante, si vous zoomez sur ce qui se passe en ce moment au niveau de l'humanité, de la démographie mondiale, c'est que dans cette période où l'humanité va continuer quand même à croître, notamment jusqu'en 2050, eh ben, vous aurez seulement 8 pays qui, à eux seuls, vont capter la moitié de la croissance démographique. Parmi eux, vous avez l'Inde, le Nigeria, l'Éthiopie ou encore le Pakistan. Donc d'ici à 2050, ils seront très peu à capter la dynamique démographique. Et dans le même temps, vous verrez qu'en Europe, bah, vous avez une démographie qui, elle, est en recul de 3%. Dans le même temps, l'Asie du Sud-Est va être en recul de presque 10%. Il y a un pays qui est assez intéressant aussi à regarder si on zoome, c'est l'Indonésie. Pourquoi? Parce que c'est le quatrième pays le plus peuplé de la planète aujourd'hui. Il y a presque 300 millions d'habitants. Et surtout parce que vous avez 70% de la population indonésienne qui est en âge de travailler. Et derrière, ça soulève un enjeu que les démographes appellent le dividende démographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu as une grande partie de ta population qui est jeune, tu te retrouves avec deux cas de figure. Un, tu investis assez dans ta jeunesse et à ce moment-là, bah, tu as un formidable levier de croissance. Voilà. Soit tu rates le coche de cet investissement et à ce moment-là, tu te retrouves avec un cocktail explosif, avec des jeunes qui ne sont pas formés, qui se retrouvent au chômage et qui ne cotisent pas pour leurs aînés. Voilà. Ça, c'est un cocktail explosif et ce dividende démographique, ça va être vraiment un enjeu clé à surveiller dans les années à venir. Et puis, la dernière tendance lourde que je voulais vous évoquer derrière la démographie mondiale, c'est l'enjeu de l'immigration. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que vous avez de plus en plus de pays, et c'est le cas de la France, dont la population serait en recul s'il n'y avait pas d'immigration. Et ça, c'est assez spectaculaire. Aux États-Unis, il y a une étude qui nous montre, cette fois c'est sur la population active, qu'en 2052, sans immigration, sachant que les États-Unis, c'est quand même un pays qui s'est construit sur l'immigration, eh bien la population active serait en train de refluer d'ici à 2052. Deuxième exemple, c'est l'Italie. L'Italie, et vous avez bien suivi ça aussi, on a vu qu'il y a 3 ans, Giorgia Meloni, malgré une campagne avec un accent et un discours ultra identitaire, eh bien, au bout de 3 ans de gouvernement, Giorgia Meloni, elle a fait venir plus de 450 000 immigrés, des immigrés économiques. Ce qui peut, là, c'est pour faire peut-être une petite référence historique, mais ce qui nous fait dire, c'est pas moi, c'était un politique français qu'on a peut-être un peu oublié, c'était il y a un peu plus d'un siècle, Aristide Briand, qui était sous la Troisième République président du Conseil. Il avait l'habitude de dire que finalement, un pays, la politique d'un pays, elle se fait par sa démographie. Bien sûr, c'est un enjeu évidemment clé. C'est étonnant, je ne connaissais pas ces chiffres sur... On entend souvent dire que l'Europe vieillit et vieillit très vite, mais en fait, on voit que Ouais. les Asiatiques sont encore pires que nous. Oui, c'est ça, et on voit bien qu'en Asie, il y a vraiment une différence entre l'Asie du Sud, qui elle est en pleine croissance démographique encore, et Mm. l'Asie de l'Est, qui elle commence à Oui, stagner et reculer. Pour terminer l'ordre du monde, on s'était dit que chaque semaine, on allait vous donner un peu les points qu'on surveille.
toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu vois sur ton radar? Qu'est-ce que tu surveilles en ce moment, Je vais Annalisa? surveiller l'Iran, Mathieu, ces prochaines heures, ces prochains jours. Et surtout, il faut surveiller l'Iran. Vous savez, il y a des manifestations de rue très, très violentes qui sont reprimées dans le sang par le régime de Téhéran. On a eu plusieurs chiffres sur le nombre de victimes. Pour l'instant, ça reste compliqué puisque le régime a coupé toutes les communications. Le président américain Donald Trump menace une intervention militaire directe des États-Unis, une frappe. Est-ce que ça va arriver ou pas? On a plusieurs avis contradictoires. Il est trop tôt pour s'engager là-dessus. En revanche, à mon avis, ce qu'il faut surveiller, c'est surtout la réaction de Pékin et de Moscou. Pourquoi? Parce que ce sont les deux alliés du régime de Téhéran. Et donc, il faudra voir, est-ce que les Chinois, grand allié économique, est-ce que les Russes, grand allié géopolitique, vont lâcher le régime des mollahs? À mon avis, c'est là que ça va se jouer. Pour l'instant, les deux ont défendu Téhéran et le régime de manière assez tiède. Ils ont pris la parole pour dire qu'effectivement, une intervention étrangère des États-Unis était inacceptable. C'était contre la souveraineté iranienne. Mais il n'y a pas de soutien très fort Ouais. ni de la part de Pékin ni de la part de Moscou. Donc, à mon avis, Et c'est c ça qu'il faut surveiller parce que si les Chinois mmh. et les Russes lâchent l'Iran, là, pour le régime des mollahs, c'est vraiment très, très Et je compliqué. ne sais pas si c'est un signal, si ça laisse présager quelque chose, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit bien que Poutine, ces derniers temps, est affaibli sur la scène internationale, dans le sens où plusieurs pays, je pense à Bachar el-Assad ou là à Maduro, sont Mhm. des pays où Vladimir Poutine a dit je te propose mon parapluie pour te protéger. Bah là, le parapluie Et c'est russe un échec, n'a pas pu protéger ni Maduro, absolument. ni Bachar Parce el-Assad. que Poutine est en difficulté aussi, évidemment, Exactement. sur le plan interne. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu surveilles? Alors, en fait, ce que je surveille, c'est plus ce que je voulais vous proposer pour terminer ce podcast, c'était plus une date à qu'on devrait tous garder en tête, pour lire ce que fait Trump au quotidien. Cette date, c'est celle du 4 juillet. Pour ceux qui nous regardent, il y a un site officiel de la Maison Blanche, qui est dédié à cette date. Cette date, c'est les 250 ans de l'indépendance américaine et ils ont fait, la Maison Blanche, un compte à rebours, hein. Donc, là, il reste quasiment 170 jours, 11 heures 58 minutes et 30 secondes. Et en fait, Donald Trump, il faut l'avoir en tête parce que vraiment, Donald Trump en a fait un événement qui est censé être ce jour-là l'apothéose de sa politique, l'apothéose de son récit trumpien. Et en fait, si vous gardez cette date en tête, eh ben, ça nous permet peut-être de mieux comprendre ce qui est en train de se passer de manière spectaculaire sur la scène intérieure et extérieure. Sur la scène intérieure, ce 4 juillet, il nous fait comprendre notamment la guerre culturelle que Trump est en train de mener. Il nous fait comprendre, et ça c'est le New York Times qui l'avait sorti, il y a plusieurs centaines de mots qui ont été bannis, déconseillés par l'administration Trump a Mm. employé, comme transgenre, etc. C'est la guerre contre le wokisme. Vous Ça fait avez pas dans partie de son récit. Ça fait pas Ouais. partie de son récit. Vous avez dans beaucoup de musées américains, ils ont enlevé, lié à l'histoire des États-Unis, il a fait enlever des photos notamment qui montrent entre autres des femmes noires qui se faisaient fouetter à Mm. l'époque de l'esclavage. Il ne veut aucune ombre à son travaux, il veut aucune ombre à son tableau. Et il veut vraiment un récit trumpien où il est presque prêt à réécrire l'histoire des États-Unis en vue de ce 4 décembre. Parce qu'on parle souvent de la date des midterms, mais non, ce 4 décembre va être super important. Et c'est aussi pour ça que dans son récit extérieur, son récit de Donald Trump, le nouveau shérif de l'hémisphère Mm. occidental, qui n'hésite pas à ramener des trophées comme les Vénézuéliens, etc. Vous avez des observateurs aujourd'hui qui sont très aguerris sur la société et la politique américaine, qui sont en ce moment à Washington, et qui m'expliquaient qu'ils seraient très tentés, symboliquement, de ramener aussi Cuba dans le giron américain avant cette date du 4 décembre. Et puis, dernier symbole hyper fort sur cette date-là, et ça, c'est Donald Trump qui l'a confirmé depuis son bureau ovale fin décembre, il va commander, là, dans les jours ou semaines qui viennent, la construction d'un arc de triomphe. Ok, cet arc de triomphe, il va le placer à Washington, juste à côté de la Maison-Blanche. La seule chose qu'il a dit, c'est que cet arc de triomphe qui va être censé représenter tout le faste trumpien, il sera
plus grand, a-t-il dit, que l'Arc de Triomphe qui est à Paris. Donc vous Oui. voyez, quand on parle des nouveaux empires qui émergent, eh ben, il veut son Arc de Triomphe qui soit plus grand que celui qui avait été commandé par Napoléon. Donc on est vraiment dans du symbole qui est assez spectaculaire, mais qui est là, sous nos yeux, qui se passe en ce moment. C'est un symbole de l'empire de Trump Ier. Exactement, de Trump Ier, qu'on va suivre toutes les semaines avec vous. Effectivement. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur tous les réseaux YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, évidemment sur le site de bfmbusiness.com et puis sur l'appli BFM sur laquelle vous nous retrouvez. Je vous invite évidemment à vous abonner sur nos réseaux et puis à nous écrire un petit message pour savoir ce que vous en pensez, de quoi vous aimeriez parler la semaine prochaine dans les prochains épisodes. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bah oui, l'ordre du monde, on est trop content de partager ça avec vous et puis on se voit la semaine prochaine. Au À revoir la à semaine tous. prochaine.